n'y a que vous qui pouvez entendre à ce moment-là l'alerte vibrer. Vous n'avez pas besoin de partager vos alertes avec votre entourage. Vous avez la possibilité de les couper aussi et de n'utiliser que la lecture des tendances, c'est-à-dire de regarder l'évolution de vos glycémies. Est-ce que je suis en train de monter? Est-ce que je suis en train de descendre? Est-ce que j'ai des flèches? Les flèches vont vous indiquer, par exemple, si votre glycémie chute. En fonction des systèmes, on a une flèche ou deux flèches, ou une flèche inclinée à 45 degrés ou à 90 degrés. Donc vous savez si vous descendez rapidement ou lentement, voilà. Et vous pouvez, en fonction de la suite de votre journée, soit faire un arrêt temporaire de votre pompe, soit vous resucrer si c'est une hypo. Hein. Donc cet outil, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un guide, c'est une aide à, voilà, pour vous rendre en fait acteur dans la prise en charge de votre diabète. Voilà, je voulais refaire le point dessus. On a vu et donc le nombre de calibrations en fonction des systèmes. Donc Medtronic recommande 2 calibrations par jour, une toutes les 12 heures, 2 bonnes calibrations, parce qu'on a vu qu'une mauvaise calibration, ça pouvait donner un mauvais signal. Donc on a vu que c'était le capteur mesurait un signal, il fallait lui dire à quoi ça correspondait. Donc si on fait une mauvaise calibration, en fait on donne un mauvais signal de départ au capteur, évidemment. Donc il n'aura pas la bonne information pour interpréter le signal qu'il mesure. Donc il faut faire une bonne calibration. C'est quoi une bonne calibration? C'est une calibration en période de stabilité, de préférence avant le repas, parce qu'après, quand on a mangé, bon, je ne vous l'apprends pas, la glycémie fluctue. Et puis, bon, voici après, avant le repas, on essaie quand même de le faire quand on sait qu'on est à peu près stable. On se base, comme l'a dit Monsieur Pelat, sur les tendances affichées, mais attention, on se base aussi sur son ressenti à soi. Si votre capteur ne vous met pas d'hypo, mais que vous avez des symptômes, vous ressentez une hypoglycémie, c'est peut-être que le capteur est juste un peu en décalage par rapport à la valeur réelle. Donc attention, il ne faut pas faire de calibration à ce moment-là. Donc voilà. L'utilisation du capteur vous permet aussi de mieux vous connaître, de mieux anticiper certains comportements de tous les jours. Voilà. Donc alors, quand on voit les patients, vous portez le capteur. Donc je vous ai expliqué la chronologie. Le capteur, on va enregistrer des données. Et quand on vous voit, on télécharge les données. Cette courbe-là paraît complètement floue, inexplicable, mais elle nous apporte beaucoup d'informations par rapport à votre profil glycémique. Donc là, sur cette... Sinon, je vais... Voilà, on va faire comme ça. Donc là, cette courbe-là, pour ce patient, on avait téléchargé après une semaine d'enregistrement. Je ne sais pas si tout le monde voit très bien. Chaque courbe correspond à une journée. Et ici, l'intérêt d'avoir toutes ces courbes sur un même diagramme va nous permettre de voir si vous avez un profil glycémique similaire tout au long des journées. En dessous, ici, on a en gras, la courbe en ligne verte en gras, c'est votre débit basal. Donc, on va voir que pour un patient qui a un profil glycémique similaire tout au long de la journée, ça nous permet de voir si le débit basal est adapté en fait à l'évolution de la glycémie dans la journée. En pointillé ici, on va voir la moyenne des bolus que s'est fait le patient. Donc ça permet également de voir si les bolus sont appropriés, s'ils permettent vraiment de ramener la glycémie dans l'intervalle attendu, et si c'est bien fait aussi. Voilà. Et donc en pointillé ici, on va avoir la moyenne des glycémies donc de toutes les courbes. Donc par exemple, ici, là, si on fait la moyenne, on voit très bien que la moyenne en pointillé est presque dans l'intervalle cible. Pourtant, le patient, on voit très bien que là, il a fait des hypoglycémies ici et plusieurs hyper. Alors, Nicolas va revoir avec vous après. Quand vous allez faire l'hémoglobine glyquée, ça prend en général les moyennes. On ne voit pas les zones d'hyper et d'hypo intenses que vous avez eues. Et pour l'apparition des complications de la pathologie, c'est pas que l'hémoglobine glyquée qu'il faut regarder, mais c'est aussi ces temps que vous passez en hyperglycémie et en hypoglycémie. Nicolas refera le point plus en détail. Voilà. Et donc quand on va télécharger ces données, voilà, on peut faire des zooms comme ça en fonction des journées. Par exemple là, de 20h à minuit, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on essaie d'analyser. Donc tout ça, évidemment, pour comprendre si la thérapeutique est adaptée. Et donc ici, on va avoir, donc ça nous donne la glycémie moyenne. Donc pour ce patient, il a une glycémie moyenne à 1,53. Mais quand on regarde l'écart type, on voit que c'est plus ou moins 56. Donc il y a quand même de fortes variations. Donc il ne faut pas se fier qu'à la glycémie moyenne. Ensuite, on a une estimation de l'hémoglobine glyquée, 7,2. C'est pas mal. Pourtant,
on a quand même des zones d'hyper et d'hypo voilà, qui seraient passées inaperçues en l'occurrence si on n'avait pas le capteur. Voilà, ça c'est un petit peu un zoom, c'était pour vous montrer précisément ce que je viens de dire. La courbe en pointillé, c'est donc la moyenne de tous les tracés, sur la période analysée évidemment. Donc on a la courbe est fragmentée aussi en fonction des périodes du repas, donc ça permet également de voir si l'attitude est correcte, pas dans un but de flicage non, mais dans un but d'accompagnement et d'ajustement de comportement et de thérapeutique. Voilà, donc en général, voilà les courbes que vous avez. On va avoir donc notre intervalle cible. Ici, les zones hypoglycémiques. Ici, pour les patients qui vont utiliser l'assistant bolus ou qui ont la possibilité de rentrer la quantité qui ont été formés et qui peuvent estimer la quantité de glucides consommés dans le repas, peuvent nous le rentrer. Et quand nous, on télécharge les données, et là c'est très important, on les voit. Et donc ça permet de savoir si en fait, finalement, le débit, le bolus fait au moment du repas est approprié ou pas. Et puis de revoir avec vous voilà, comment l'adapter. Je vais passer la parole à Nicolas pour la suite. Merci. Donc là, sur les courbes, on va pouvoir voir l'attitude à adopter, peut-être voir les petits défauts d'apprentissage et ce qu'il faut revoir avec le patient en lisant les courbes. Donc ici, on a une glycémie capillaire, donc très bien. Et là, vous voyez, la quantité de glucose rentrée... Oula, j'étais trop vite. La quantité de glucose rentrée pour l'utilisation de l'assistant bolus. Vous suivez les flèches. Mais, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de glycémie capillaire qui a été prise avant de rajouter de l'insuline. Or, ce qu'on dit toujours, quand vous devez faire un geste pour compenser votre glycémie qui apparaît avec cette mesure continue du glucose, il faut toujours, surtout si vous devez faire de l'insuline, si vous devez faire un geste insulinique, il faut toujours contrôler par une glycémie capillaire. Donc, quand on voit ça, la première chose à rappeler à ce patient-là, c'est très bien, vous avez fait la première glycémie capillaire, très bien, mais par la suite, pourquoi vous n'avez pas fait une vérification alors que vous avez fait un apport d'insuline? Donc, il faut rappeler ça au patient. Ensuite, là, vous voyez les fameux arrêts hypoglycémiques, c'est-à-dire que la pompe s'est mise automatiquement en arrêt parce que le glucose interstitiel était descendu en dessous de la valeur seuil qui avait été fixée par le diabétologue. Donc là, vous pouvez voir que ça a été une durée de 2 heures. Par la suite, donc là, on voit bien... Hop. Oui, ma flèche. Là, voilà. Là, le patient a eu un bon geste. Il a vérifié, il a réagi, donc là, il a été réveillé par les alarmes, il a réagi et il a fait sa mesure, sa glycémie capillaire, et visiblement, on voit bien, il s'est resucré. Donc là, vous voyez, cette courbe-là, en discutant avec le patient, nous a permis de refaire le point, de lui rappeler quand est-ce qu'il faut faire des glycémies capillaires, quel est le but de ces glycémies capillaires, que en fait le glucose interstitiel, la mesure du glucose interstitiel n'est qu'un outil supplémentaire, mais que la référence reste quand même la glycémie capillaire, dans les cas d'urgence comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? Là, autre problème, là, le patient a fait des bolus trop rapprochés. Ici, arrêt temporaire, le patient s'est rendu compte qu'il descendait, il a bien surveillé sa glycémie interstitielle, très bien, il a bien réagi, il a fait un arrêt temporaire, il a arrêté sa pompe, même si là j'aurais préféré qu'il fasse vers ici une glycémie capillaire, mais bon, il a quand même bien réagi, il a arrêté sa basale, et c'est bien, il est remonté. Par contre ici, l'association de faire plusieurs bolus, trop de bolus rapprochés, regardez, par la suite, il est redescendu un peu trop bas. Donc là aussi, on va pouvoir éduquer le patient à dire ne faites pas aussi souvent de bolus, aussi proches, attendez avant
de faire le bolus suivant, et toujours en vérifiant avec sa glycémie capillaire, sa glycémie. Alors ici, là, c'est une mesure sur tout un mois. Donc là, vous voyez qu'on peut définir, hop là, on peut apporter déjà une définition sur ce patient-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit, quand on voit une courbe comme ça, un assemblage de courbes, ce sont une superposition de toutes les courbes sur un mois. D'après vous, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui. On va essayer de la mettre en plus grand alors. Il faudrait des jumelles en fait. On espérait que ça se verrait mieux. Désolé. C'est déjà mieux, je peux pas faire. Ça vous plaît davantage? Donc là, vous voyez, en fait, chaque ligne, c'est sur une journée. Donc déjà, vous voyez que le patient monte très haut, donc il y a vraiment des hyper. Il descend aussi très bas. Et surtout, il n'y a pas vraiment, globalement, il n'y a pas une grosse reproductibilité. Donc on peut dire vraiment que ce patient-là a un diabète, alors c'est un diabète de type 1, très instable. Et avec d'énormes variations. Oh, je reviens en arrière. Je vais trop loin. Là, voilà. Donc, et malgré tout, quand on regarde cette moyenne, l'évaluation, et oui, exactement, c'est pas mal. L'évaluation de l'hémoglobine glyquée, pour ce patient-là, va être plutôt pas mal. Tout simplement parce que toutes ces hyper sont compensées, puisque c'est une moyenne, sont compensées par ces hypos. Donc là, on est typiquement dans le cadre d'un patient où la mesure en continu du glucose va être peut-être potentiellement super intéressante. Donc on lui a posé, donc là on y a un mois. On a posé, vous vous rappelez le rythme, à J0, on pose la première fois le capteur, on revoit le patient à une semaine où on revoit les points. On n'a pas encore mis les alarmes. Là, c'est un patient sans alarme. On refait le point sur comment poser le capteur, comment réagir, la notion de tendance. À un mois, on le revoit, on décharge, et là, on peut commencer à vraiment voir d'abord si le patient a bien tout compris, est-ce qu'on a été suffisamment clair, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à revoir, et on peut commencer à parler d'alarmes, à mettre en place des alarmes, et on met en place des alarmes. C'est-à-dire les alarmes, comme disait Michel, là ça va être des alarmes de seuil, on va dire au-delà, là on va pouvoir définir, ce patient-là, ça serait ridicule de lui mettre une alarme haute, un seuil haut, à 2,20 g. Ça va sonner tout le temps. Là, il faudra, chez ce patient-là, il faudra commencer à mettre une alarme haute, plus élevée. Ne pas, ça va peut-être faire hurler certains, mais ne pas hésiter au départ à mettre peut-être 3 grammes. Mais en mettant une alarme prédictive, alarme de seuil à 3 grammes, mais une alarme prédictive, peut-être à 20 minutes avant. C'est-à-dire que l'alarme va commencer à sonner 20 minutes avant qu'on arrive au seuil. Donc il ne franchira plus le seuil. On va déjà abraser toute la partie haute. Donc là, on va commencer à éduquer le patient sur les alarmes. Donc là, vous voyez, intervalle de variation. Donc finalement, la glycémie moyenne est pas mal, mais on va à des hypos inférieurs à 40 et avec des hyper au-delà de 3,70 g. Glycémie moyenne, 1,56. Donc c'est là où l'hémoglobine glyquée va être pas mal, mais avec un écart type de plus ou moins 0,7. C'est énorme. Ce patient-là, on lui met toutes les alarmes, on le revoit 3 mois après. Et on arrive. Michel, on va avoir besoin de refaire. On va remettre en grand. Et ce sont de vraies courbes.
on n'a pas trafiqué, on a vraiment pris les courbes, ce sont des courbes réelles, c'est vraiment l'histoire d'un vrai patient, ça. Merci Michel. Voilà, au bout de 3 mois d'utilisation du capteur avec les alarmes, chez un patient chez un sujet qui a vraiment bien compris, qui a vraiment été proactif. C'est-à-dire qu'il n'a pas été passif sur l'utilisation de la glycémie en continu. Donc, alors, à part, en enlevant ce jour-là, où là peut-être qu'il a fait un banquet un peu trop intense, à part ça, on voit que déjà, ce dont on parlait tout à l'heure, décidément, la courbe, globalement, elle reste la même. L'aspect reste le même. Par contre, elle s'est vraiment très écrasée. C'est-à-dire que le patient, il ne monte plus aussi haut qu'avant, et il ne descend plus aussi bas qu'avant, à part quelques rares exceptions. Vous voyez les parties roses, c'est les parties en hypo, qui sont beaucoup moins nombreuses, la fréquence est beaucoup moins grande, et l'amplitude est beaucoup moins grande, à part une ou deux fois où il a atteint le seuil des 40, les autres fois, ici et là, les autres fois, on est en hypo certes, mais plus les hypos aussi importantes. Donc vous voyez, chez typiquement un patient qui a eu l'utilisation optimale de la lecture en continu du glucose. L'aspect n'a pas changé, par contre, ça s'est bien écrasé. Décidément. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au bout d'un trimestre? Amélioration du profil glycémique, c'est évident. Diminution de la fréquence et de l'intensité des hypos et des hyper. Donc, l'intervalle de variation, bon, il y en a encore eu à 0,40. C'est monté aussi à 3,20, mais une fois. Et le piège, par contre, et là, ça peut surprendre, c'est que la moyenne glycémique, en fait, elle a légèrement augmenté. Tout simplement parce que les hypos sont beaucoup moins nombreuses. Dans un premier temps, vous pouvez tout à fait avoir l'impression que l'hémoglobine glyquée risque de remonter un petit peu chez certains patients, mais globalement, la qualité de vie du patient s'est bien améliorée. Et surtout, il y a beaucoup moins de risques. Donc voilà un grand intérêt de la lecture en continu du glucose. Et ça, on est chez quelqu'un qui était très très instable. Il faut voir que c'est quand même un patient qui avait plus de 30 ans de diabète derrière lui. Donc théoriquement, quelqu'un qui se... Enfin, c'est pas théoriquement, c'est quelqu'un qui se connaît bien, qui connaît bien son diabète. Et voilà ce qu'a pu apporter le capteur de glucose. Chez un patient qui a une grande ancienneté dans le diabète, qu'on n'arrivait pas autrement à bien équilibrer, et bien là, on a commencé à bien améliorer son profil glycémique. Et bon, on n'a pas mis les autres courbes, mais cette amélioration s'est poursuivie dans le temps. C'est-à-dire que 3 mois après, là par contre, on a vu aussi la glycémie moyenne baisser. C'est-à-dire que la courbe a continué à s'écraser, mais non seulement elle s'est écrasée, mais elle s'est aplanie aussi. C'est-à-dire que les montées hyperglycémiques ou les descentes hypoglycémiques les pentes ont été moins intenses. Pourquoi? Parce que le patient a anticipé tant ses montées que ses descentes. Donc voilà l'intérêt majeur des capteurs de glucose en continu. Avec, comme disait M. Pola, quand même des petits inconvénients pour l'instant, mais on peut tout à fait arriver à les gérer, mais à terme. Donc là, c'est un exemple d'un diabète de type 1 très instable, et malgré tout, on y est arrivé. Des questions? C'est pas encore fini. Non. Conclusion. Donc, ces nouvelles technologies, ce sont des outils qui doivent aider, qui doivent contribuer à rendre le patient acteur de sa prise en charge.
Mais par contre, ce ne sont que des outils. Ils ne doivent pas être un facteur de stress en plus, ce qu'ils sont, il ne faut pas se le cacher. C'est un facteur de stress en plus au départ. Comme tout apprentissage. Tout ce qu'on apprend au départ est toujours difficile, mais au long cours, ça peut être une aide prodigieuse. Et ça, on l'a constaté, comme je disais ce matin, depuis le temps qu'on utilise les capteurs, on a vu une amélioration fantastique de la qualité de vie chez ces patients au diabète instable, très instable, et même chez d'autres diabètes moins instables, ça amène quand même une grande qualité de vie parce que, ben voilà, on voit au fur et à mesure, on réagit, on vit avec, et c'est une bonne aide. Et il faut que ça, comme la phrase est jolie, ça doit s'adapter à la vie du patient et non pas l'inverse. Ce n'est pas votre vie qui doit s'adapter à ces nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont là pour vous aider et elles s'adaptent à vous. Vous en faites, ben, comme tout outil, on en fait ce qu'on en peut. Des questions? Oula, j'ai plombé l'ambiance là. Monsieur Pétardy. J'ai une question, mais elle s'adresse davantage aux professeurs. Maître. Michel, dans son exposé tout à l'heure, a dit, à juste titre, que les complications liées au diabète, diverses, que l'on connaît tous, résultent des hyperglycémies. J'ai entendu, et je pressens par mon expérience, que ce sont surtout, voire exclusivement, les hyperglycémies prolongées qui provoquent les complications. Est-ce exact? C'est tout à fait ça. En fait, ce que j'ai dit, c'était qu'en fait... Alors, en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que j'ai dit, c'était qu'en fait, ce n'était pas que l'hémoglobine glyquée qui était le reflet de l'apparition des complications. Ce qui était important, c'était le temps passé en hyper. Donc, c'est ce que vous dites, les hyper prolongés et aussi les hypo prolongés. Ce que malheureusement, on ne voit pas quand on fait juste l'hémoglobine glyquée. Donc, c'était tout à fait ce que vous dites. Certes, mais ma question est plus précise que celle-là. Est-il exact de penser que seules les hyperglycémies prolongées provoquent des complications? Là, je repasse le micro à M. Attends, Michel, j'ai besoin de toi quand même. Est-ce que tu peux remettre ta présentation pour que je réponde à monsieur... Donc la question est subtile, c'est-à-dire que effectivement le capteur a apporté une nouvelle dimension au diabète. Par rapport aux glycémies discontinues, ça a apporté la notion du temps. Combien de temps je passe en hyperglycémie? Est-ce qu'il vaut mieux être en hyperglycémie juste ponctuellement après le repas et puis ensuite redescendre? Donc est-ce que si je fais un pic à 3 grammes, c'est plus grave que si je suis à 2 grammes un tout petit peu tout le temps? Et le tout le temps, avant, je ne savais pas, puisqu'on n'avait pas ce contrôle continu. Et je voulais que tu me... C'est celle-là voilà, oui, celle-là, par exemple. Et donc, pour répondre à votre question, donc, là, on ne voit pas les glycémies discontinues, en plus, j'ai un truc à l'envers. Mais là, c'est la moyenne, je ne sais pas si tout le monde a compris. Merci. Sur les différents enregistrements, chaque journée est différente. Et vous le savez bien, puisqu'il y a deux dimensions égales, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, c'est souvent imprédictible, alors que finalement, on a parlé tout à l'heure du stress. Mais c'est quoi le stress? Le stress, c'est peut-être pas la vie quotidienne. Pour les uns, c'est peut-être ça. Mais pour l'autre, et pour moi, finalement, si je devais être stressé, le vrai stress, c'est la désinsertion sociale. Le fait de rester chez soi à la maison tous les jours, tourner en rond, c'est aussi un stress. Donc c'est pour ça que j'écoutais avec attention ce que vous disiez, mais ce qui est stressant pour les uns n'est pas pour les autres. C'est quoi le stress? C'est ressenti d'abord par chacun d'entre vous, et c'est des ressentis différemment. D'une part, et chez la même personne, à stress égal, et vous savez bien, et c'est pour ça qu'on parle de diabète instable, regardez, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas,
Et dessous, c'est ce qu'a montré Michel, et c'est la victoire de ces capteurs qui sont couplés au pont, on a la dose d'insuline. Donc on sait si la personne a fait par exemple des bolus de connexion. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on fait des études chez les personnes, un diabétique sur deux a des glycémies imprévisibles. C'est-à-dire qu'on aura beau vous donner tous les conseils qu'on veut, ah ben, on est dépassé par le diabète qui n'est pas prévisible du tout. Et c'est pour ça que pendant longtemps on parlait de certains de mes collègues qui sont un peu plus dirigistes que moi, quand le médecin ne sait pas, excusez-moi, je ne sais pas si je parle dans le vide ou si vous m'entendez, quand le médecin ne sait pas, ben, c'est un peu humain, il s'en prend au patient. Il dit, ben, vous ne faites pas ce qu'il faut, parce qu'il ne veut pas reconnaître en fait son ignorance. Donc, il faut accepter que les glycémies soient absolument imprévisibles parfois, alors que le patient fait son régime, il fait son insuline comme il faut. Ce que nous apporte ce système, c'est justement de dédouaner le patient. Parce que là, on a la preuve. Le patient, il a fait son insuline, il a utilisé, et on est allé un peu vite pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de ces systèmes, l'assistant bolus, puisque désormais la pompe est intelligente. On peut dire, voilà, je vais manger tant de glucides, un petit bout de pain, qu'on appelle ça des pains surprise, c'est ça? Oui. Voilà. Et en rentrant ça dans la pompe, et c'est ça l'insulinothérapie fonctionnelle, eh ben, la pompe vous donne un conseil sur la dose d'insuline qu'il faut faire pour la digestion du repas, qui est comme tout le monde, et je suis ravi, il y a quelques années, si on avait vu ça, on aurait dit, oh, un patient diabétique ne doit pas s'approcher de cette table. C'est les diables, reculer, on le dit tous les ans, ben désormais on peut mettre ça, et ceux d'entre vous qui sont munis et qui ont passé, et la plupart je pense qui ont fait l'insulinothérapie fonctionnelle, ont la capacité d'estimer leurs glucides, de bien évidemment de manger et de boire avec modération, mais, et surtout de boire, parce que vous savez que dans le vin il n'y a pas de sucre, donc le vin rouge était tout à fait approprié. C'est pas bon pour d'autres choses en excès, mais que lorsqu'on est diabétique, un apéritif, c'est très bien, parce que ça ne fait pas monter le sucre. Tout ça pour dire que la pompe à insuline, finalement, permet de donner un conseil sur la dose d'insuline. Et donc nous, on sait, lorsque le sucre est élevé, si le patient a fait ce qu'il fallait ou pas. Et même lorsqu'il fait ce qu'il faut, une fois sur deux, la glycémie part au hasard vers le haut ou vers le bas. Et c'est tout ça la difficulté de la maladie diabétique. Imaginez un traitement que vous prenez et l'effet serait un coup en haut, un coup en bas, sans qu'on puisse le prédire. Ça serait à peine acceptable. Et pourtant, il faut qu'on fasse avec. Et c'est pour répondre à M. Leurs, il faut qu'on fasse avec. Donc là, les capteurs de glucose, en enregistrant, en plus de nous montrer en continu, et je me fais l'avocat des pompes, les fluctuations glycémiques, parce que lorsque vous voyez votre taux de sucre en continu, eh bien vous pouvez vous adapter en continu, par rapport à une injection que vous auriez faite ce matin, et qui serait toujours sous la peau, quoi qu'il arrive, que je mange pas. Donc l'avancée des pompes par rapport aux injections, c'est que, et c'est elles qui sont les mieux à même à être couplées à ce temps réel, c'est qu'en plus je baisse mon... Monsieur Quincy, si c'est la reine, vous pouvez répondre. Si c'est Sa Majesté, vous pouvez répondre. Sinon, vous pouvez... Voilà, c'est le roi. Donc, mais simplement, c'est la reine. Sinon, vous pouvez... Voilà, donc en fait, c'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est le contrôle continu et c'est l'évolution du diabète et c'est le message d'aujourd'hui. Le contrôle continu va être couplé à la délivrance continue. Alors que pendant des années, ça a été une délivrance discontinue d'insuline, comme vous avez tous connu, l'injection couplée à la surveillance discontinue. Donc, l'évolution c'est celle-là, on commence à en prendre conscience et connaissance de ces outils avec toute leur complexité, et on prend connaissance également du fait de façon rétrospective, donc tous les 3 mois c'est ce qu'on regarde, nous. Est-ce que mon patient, quelle est sa moyenne? Mais c'est une toute petite donnée. Et imaginez aussi le progrès par rapport à vos carnets. Parce qu'en fait, quand on regarde les glycémies sur les carnets glycémiques, je vous mets au défi d'interpréter tout ça. Ne serait-ce que faire la moyenne. Ne serait-ce que faire ce qu'a appelé Nicolas l'écart-type, c'est-à-dire ces espèces de fluctuations des montagnes et des allées. Donc là, on a ces éléments-là. Et l'autre élément qu'on a, c'est
combien de temps le patient est resté à l'hyperglycémie au fond. Et effectivement, ce que dit M. Leur, c'est est-ce qu'il est plus mauvais de faire un pic et redescendre de temps en temps, ou finalement ne pas être trop élevé de façon chronique. J'ai ma petite idée sur la question. Je pense qu'à hémoglobine glyquée égale, c'est-à-dire à 8%, il vaut mieux ne pas faire trop de fluctuations glycémiques. Ça, c'est pas bon, vous le savez mieux que moi, et vous le ressentez aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « je me sens à l'hypoglycémie, alors que lorsque je suis à la glycémie, je ne le suis pas ». Mais parce que l'organisme n'est pas habitué à descendre du 3e étage de 3 grammes jusqu'au... Donc ça, on le ressent aussi. Donc je pense que cette nouvelle frontière, cette nouvelle dimension qu'on appelle les fluctuations glycémiques